Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse en son énième numéro. Nous avons le réel plaisir d'être avec vous pour le décryptage des grandes questions d'actualité, les questions d'actualité qui intéressent de plus près la République démocratique du Congo. Eh bien, pour ce magazine que nous avons le réel plaisir de vous présenter, nous allons revenir notamment sur les dernières sorties médiatiques deux acteurs politiques en République démocratique du Congo, mais aussi la question qui concerne la promulgation de la loi portant, bien évidemment, portant notamment organisation des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines, et ce veut deux acteurs politiques de réaménager le calendrier électoral. Voilà, en gros, autour de quoi ce magazine va tourner aujourd'hui. Et pour vous en parler, nous avons fait appel à deux invités qui sont avec nous. D'abord, l'un, c'est quelqu'un qui vient de la société civile, M. Augustin Abel Lamundala. Il est président national de l'ONG Vision Nationale. C'est lui qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce magazine. M. Abel Lamundala, bienvenue. Merci. Bonsoir José. Bonsoir M. Thierry. C'est toujours un plaisir de se retrouver en train de partager des idées sur les questions de la République. Bien, merci. Thierry Kandamukele-Kele, il est donc l'un de nos invités. Il est kabiliste et acteur politique de Mira. Je crois que c'est ça, M. Thierry. Oui. Merci d'accepter d'être avec nous dans ce magazine. Je vous remercie. Je remercie ceux-là qui suivent RTIV et bonjour à Mandala. Bien, ce magazine va tout de suite débuter. On débute avec vous, M. Thierry. Vous avez suivi d'abord cette promulgation de cette loi tant attendue qui va finalement permettre à la CENI d'avoir des outils nécessaires pour l'organisation des élections locales, municipales. Quelles sont vos premières impressions? Bien, ça c'est un exercice de routine dans ce qui concerne le chef du président de la République. Après les deux chambres, une fois que la loi arrive au cabinet du chef de l'État, en tant que président de la République, une fois qu'il entre en connaissance de cette loi-là et qu'à son niveau, il trouvait que cette loi-là pouvait avancer, il la promulgue. Mais la loi poursuit qu'elle entre en vigueur 30 jours après sa publication. Là, nous sommes à l'article 114 de la Constitution. Donc, le cours normal des événements rentre dans la logique où tout le monde a demandé le respect de la Constitution. Ça dit qu'il ne faudrait pas qu'on arrache des pages dans la Constitution quand ça fâche et qu'on les retourne. Alors, cette loi-là, nous ne voyons pas de mal, mais nous disons que c'est une loi qui reste dans les annales des bagages juridiques de la République démocratique du Congo. Aussi, cette loi-là n'empêche pas que les acteurs politiques se mettent d'accord ou trouvent un modus vivendi pour que le décrispage continue jusqu'à atteindre la décrispation totale afin que nous ayons une république balisée et avancer dans la culture de la démocratie. D'accord. Alors, M. Abel Lamundala, vous avez suivi cette promulgation. Après, évidemment, certains acteurs politiques pensent qu'il est impérieux au jour d'aujourd'hui que la CENI puisse réadapter le calendrier électoral. Oui, nous avons tous suivi la promulgation par les chefs de l'État de cette loi qui consacre la répartition des sièges. Mais ce qui fait un peu mal et ce qui fâche ici, c'est au niveau de la navette parlementaire. La loi a commencé à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui a été initiée par le gouvernement via le ministère de l'Intérieur. Il y a eu des discussions à l'Assemblée nationale au cours d'une session extraordinaire, il faut le souligner. Donc déjà, il faut comprendre que le gouvernement avait cette volonté de faire passer cette loi en forcing, s'il faut le constater, parce qu'on a convoqué une session extraordinaire au niveau du Parlement. Il y a eu des discussions à l'Assemblée nationale
Après, la loi est partie au Sénat. Nous avons été tous témoins. Le Sénat n'avait pas siégé pour cette loi jusqu'à ce qu'on a épuisé les temps qu'on a imparti au Sénat en rapport avec la session extraordinaire qui devait traiter de la question. Nous tous Congolais, on a compris, on a dit que peut-être l'examen de la loi reviendra dans la session ordinaire. Curieusement, on convoque encore une autre session extraordinaire dans laquelle cette loi aussi importante pour la République démocratique du Congo passe comme une lettre à la poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agissait d'une loi qui consacre la répartition des sièges, alors que notre pays a une dimension continentale. Et la répartition des sièges s'est faite sur base du nombre de gens enrôlés dans une circonscription quelconque. Et donc, ici, les fichiers des enrôlés de la CENI remontent de 2011, si je ne me trompe pas. Il a fallu peut-être qu'on puisse réintégrer les nouveaux majeurs de 2011, du fichier de 2011. De 2011 jusqu'à par exemple 2014-2015. Effectivement, il fallait les intégrer et avoir une idée sur les fichiers actuels et maintenant examiner la loi pour bien répartir les sièges. Qu'est-ce que vous lisez entre les lignes? Alors, on fait passer une loi dans une institution aussi importante que le Sénat dans moins de 30 minutes avec un certain nombre... Une dizaine de minutes. Avec un certain nombre de sénateurs appelés et je crois que je commence à donner raison à ceux-là qui parlent même des pots de vin au niveau du Sénat pour faire passer cette loi. Et pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement lorsque la session extraordinaire est arrivée à terme? Pour vous, il fallait renvoyer la matière à la session de septembre? Effectivement, la question devait être sursoir et revenir à la session ordinaire. Et pas appeler les gens dans les à côté, réunir un certain nombre de sénateurs, dans une trentaine de minutes, faire passer une loi aussi importante comme une lettre à la poste. Et là, nous comprendrons que peut-être il y a des intentions cachées derrière cette loi. C'est peut-être pour encore charger le processus électoral en cours dans notre pays. La loi est passée, elle est même promulguée. La CENI peut-elle réadapter actuellement son calendrier électoral? C'est à la CENI de voir les choses. La CENI a donné son calendrier. Directement, le gouvernement a réagi. Le gouvernement a avoué clairement qu'il n'y a pas assez de moyens pour organiser les élections, puisque les prévisions budgétaires de 2011 jusqu'en 2015 n'ont pas prévu les élections de 2016 ou celles que nous voulons organiser maintenant. Et donc, la CENI est consciente des maigres moyens dont disponibiliserait le gouvernement au moment opportun. Et donc, c'est là que nous nous disons qu'il y a nécessité. C'est aussi urgent que la CENI réaménage son calendrier en rapport avec la hiérarchisation des élections. C'est une question qui fâche mon frère Thierry, c'est une question qui fâche le camp de la majorité. Nous nous disons, il y a la question de la hiérarchisation, c'est ça. Il y a des élections aussi importantes parce qu'il est clair, mon frère, même un enfant de l'école primaire va comprendre qu'on ne peut pas comparer l'élection d'un chef de l'État, l'élection d'un président de la République à celle d'un bourgmestre, à celle d'un chef d'État. Non, c'est inadmissible. Et donc, déjà, le rapprochement dans l'administration de M. commence par la base. En 2000, j'y arrive. Nous sommes en 2011. En 2006, pardon. Le gouvernement a convoqué, par le biais de la CI, les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. On a ignoré les locales. Déjà, en son temps, le gouvernement avait minimisé et les avait trouvées moins importantes. En 2011, c'était la même chose. En 2016, comme il y a des moyens, nous disons allons à l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est l'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux et autres sénateurs. Pour peut-être chuter rapidement, parce que vous parlez du rapprochement. Non, ça c'est un faux débat.
Déjà, nous avons la ville de Lubumbashi. Ici, d'abord, à Lubumbashi, il y a des quartiers où les gens vivent dans une précarité aussi large que des quartiers peut-être de l'Ikassi. Mais alors que les gouverneurs dans la configuration de la grande province du Katanga, le gouverneur n'est pas aussi très loin du camp assistant. Mais vous voyez ce qui se passe au camp assistant, vous voyez ce qui se passe dans les quartiers Bronde de la Kenya. Vous allez dire que ces gens-là ne sont pas rapprochés au gouvernorat qui est Qu'est-ce que vous insinuez? Et les autres qui vivent un peu mieux à Bolivie. Rapidement, on veut donner la parole à Thierry. Non, nous disons que cette question de dire qu'il faut rapprocher les dirigeants des dirigés, c'est un faux débat. L'administration reste telle et il faut avoir une bonne politique de booster le développement à la base. Alors, M. Thierry, dans le format actuel, est-ce qu'il est important de toucher à ce calendrier électoral? Parce que beaucoup disent qu'il y a même, la Mondala vient de le souligner, il y a des élections importantes pour lesquelles la CENI doit prioriser. Je ne sais pas si c'est constitutionnel ce qu'il dit, si la Constitution prévoit des élections importantes et d'autres moins importantes. L'article 116 nous dit ceci: chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit du bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l'ordre du jour pour lequel a été convoquée et au plus tard 30 jours à compter de la date du début de la session. La loi est claire. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens tergiversent. Qu'on ait convoqué une session pour 2 minutes, la loi dit que la Chambre a épuisé l'ordre du jour. La clôture intervient quand l'ordre du jour est épuisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'ordre du jour était épuisé dans 2 minutes, on ferme. Et cette loi prévoit aussi la convocation de 2 sessions extraordinaires dans une session. La loi parle des personnes qui peuvent convoquer mais sans cette préciser... session. Elle est là, la loi, l'article 116. C'est clair. Si les 2 chambres ont terminé et que l'institution président de la République pense que cette loi-là n'est pas commode, le président convoque. Si même le Parlement a terminé et que la moitié des membres, c'est-à-dire du Sénat ou de l'Assemblée nationale, estiment que ceci devait être traité, la session extraordinaire est convoquée. Vous ne voyez pas en cela l'intention de retarder le processus électoral comme le dit l'article 116 ne prévoit pas une intention. Le problème du processus électoral, nous l'évoquions avant, toujours sur ton plateau. Mais s'il y a des gens qui s'interdisent de comprendre et de vivre les réalités de leur pays, qu'est-ce que nous faisons? Mais écoutez, nous avions dit depuis 2010, avant même les élections de 2011, que si les acteurs politiques ne se mettent pas d'accord, il y a compromission du processus électoral. Les gens ne comprennent pas un processus électoral. Les gens se cantonnent au vote du président de la République, qu'ils appellent élection présidentielle. 2006, 2011, c'était la même priorité. On avait priorisé cette élection présidentielle. Le processus n'a jamais été enclenché depuis 2006. On a déclenché un processus, mais on ne l'a pas enclenché. C'est-à-dire on ne l'a pas collé pour qu'il reste un cycle électoral. Et pourquoi attendre à la fin du mandat du chef de l'État? Mais qui ont demandé le respect de la Constitution? Le respect de la Constitution dit quoi? Ça prend toutes les élections. C'est ça le cycle électoral. C'est ça le respect de la Constitution. Ça dit que le respect de la Constitution ne dit pas le vote du président de la République. Non. Alors, si nous rentrons dans cette loi-là qui vient d'être promulguée, nous disons ceci. C'est une nécessité parce que la République a besoin d'avoir un arsenal juridique. Cette loi pourrait nous aider dans un proche avenir. Mais moi, je vous ai dit, sans embâche, sans avoir de l'eau dans la bouche, qu'il n'y aura pas élection en 2016.
et que les élections qu'on veut organiser maintenant, il n'y en aura pas. Et lorsque vous parlez, vous revenez sur vos idées de tous ces jours qu'il n'y aura pas élection, Mais oui. et donc il n'y aura pas respect de la Constitution, c'est ça. Et Par rapport au délai j'avais constitutionnel. bien dit que la Allez, bon. Constitution devait être changée. Je suis parmi Alors les vous premiers revenez, à dire que vous- cette Constitution devait être changée. ça veut dire que C'est vous partagez sur ton le même plateau. point de vue que le professeur Kinké Moulumba, en quelque sorte. Parce que le professeur Kinké nage dans le même océan que vous, monsieur. Bien, Tsiri peut-être Kanda le Mukele. professeur Kinké, par rapport aux erreurs de l'opposition, tous commencent à me rejoindre. Parce qu'écoutez, la Constitution a été faite par des belligérants. Les constituants de ce document étaient des belligérants, non pas des constitutionnalistes. Ces constitutionnalistes qui se retrouvaient ces jours-là pour mettre en place cette constitution étaient des acteurs politiques. Il n'y avait pas une chambre de constitutionnalistes qui ont discuté sur le canevas de la République. Maintenant, ces constituants-là, Joseph Kabila, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Étienne Tshisekedi, Azarias Ouberois, tous ces mondes-là que vous connaissez, aujourd'hui, de 2006 à 2015, il n'est resté qu'un seul acteur qui bénéficie de cette constitution. Et les autres font la guerre au seul acteur. Ça dit que Kabila jouit de la constitution. Alors, s'il faut la changer, comment l'adapter? Pourquoi le faire seulement? Nous avons maintenant la Cour constitutionnelle. Mais c'est tout le monde qui entre en retard. Moi, je disais ces choses il y a 4 ans, qu'il fallait changer ce document. L'adapter aux réalités ou l'adapter aux circonstances politiques? Non, l'adapter et la remettre dans le droit constitutionnel. La Constitution ici ne jouit pas de son droit. C'est ce qui fâche la politique. C'est là qui peut faire revenir l'opinion publique à penser de l'intention, évidemment, de l'adapter à certaines personnalités, à certaines circonstances pour peut-être les pérenniser ou derrière ce changement, l'idée comme celle du professeur Kinké. Non, il faut éviter des opinions privées et des analyses. Allez-y. Nous analysons. Allez-y. Le président de la République peut passer aujourd'hui à la télé et déclarer que je ne me représente pas. Ça ne change en rien le problème qui se trouve dans la Constitution. D'accord. Ça ne change en rien. Le président de la République peut faire des calicots et il les met partout en République démocratique du Congo. Que je ne me représente pas. D'accord, M. Thierry. On va revenir à vous rapidement. Non, vous m'avez bouffé beaucoup de minutes. Je vais revenir à vous rapidement. Je dis ceci. Comparaison n'est pas raison. Denis Sassou Nguesso a dit qu'il ne se présentait pas. Qu'est-ce que ça a changé à la crise politique au Congo-Brazza? Kagame, malgré que tous les Rwandais l'aiment tellement, lui demande de briguer un 3e mandat. C'est le peuple rwandais. Et le Parlement rwandais persiste et signe. Lui dit que je verrai au temps opportun. Mais qu'est-ce que ça change au Rwanda comme crise politique? Ça ne change pas. Ici, nous voulons trouver un dénouement. Et puis, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ça, c'est un régime qui appartient à des gens qui ont renversé un autre régime. Ça dit que pour avoir une constitution, des droits constitutionnels, le propriétaire ou le détenteur du régime devra parler et négocier avec les autres pour céder le régime. Là, vous dans revenez un à la régime... question du dialogue, c'est ça? Mais oui, il faudrait que le régime Kabila cède au régime institutionnel et au régime constitutionnel, parce que ça, ce n'est pas un On va revenir à régime, M. Thierry. On va revenir à la même question. Alors, M. Abel Amundala, vous avez suivi votre co-débatteur, il parle d'un changement de la Constitution, il parle de bien des choses. Sûrement que vous avez un avis pas le même, mais contraire. C'est révoltant d'entendre de la bouche d'un compatriote des choses aussi très graves comme ça. Et je crois que les téléspectateurs prennent acte et pourront nous juger dans les jours qui suivent par rapport à nos positions sur les questions de la République. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la République s'identifie en une personne. Jamais de la vie. Ça veut dire quoi? La République, c'est toute une nation. Maintenant, réagissant
au propos de M. Thierry, il a commencé par évoquer la Constitution, il a donné l'article qui consacre la convocation d'une session extraordinaire au Parlement. On n'en disconvient pas, c'est la Constitution. Là où nous nous disons que ce n'est pas correct, ce n'est pas correct lorsque on prend les lois de la République en otage, on se cache derrière ces dispositions avec des intentions. Avec des intentions de charger un processus qu'on devait alléger aussi facilement. C'est le processus électoral. Réagissant aux propos du ministre Trifon qui partage le même avis que M. Thierry. J'ai dit, les ministres, vraiment, c'était sa énième sortie médiatique de trop. Je crois que même son propre gouvernement, les gouvernements congolais, mon gouvernement, je crois qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Même si nous savons que étouffe la terre vit au dépens de celui qui l'écoute. Mais ça ne pouvait pas arriver jusqu'à ce seuil. Parce que ça a pris même la connotation d'une insulte. Quelqu'un qui va dire qu'au Congo, il n'y a pas un seul compétent pour diriger ce pays. Non, peut-être c'est par rapport à l'expérience. Alors que lui-même est ministre, lui-même est compétent ministre. Par rapport à l'expérience acquise. Et qu'il commence d'abord par démissionner. Qu'il commence d'abord par démissionner. Parce qu'il est incompétent. Parce qu'il est incompétent. Lui-même, il était contre Kabila. Lorsqu'il était dans la rébellion RCD. Nous avons des images, des vidéos. Il a parlé à mal de Kabila. C'est aujourd'hui qu'il va constater que seul Kabila peut diriger. Mais il a découvert finalement ce qui est en lui. Jamais, jamais de la vie. Nous disons. Il parle même de l'âme rare qui vient 50 ans après. La vie des nations, même le président Obama, il a dit dans son discours au siège de l'Union africaine, il a dit, lorsque moi, Obama, je constate que après mon mandat, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut conduire mon pays, c'est que j'ai échoué. Effectivement, même dans une maison, lorsque les papas ne savent pas assurer la relève vis-à-vis de ses enfants, c'est que ces papas-là a échoué. Ça veut dire quoi? Non, par rapport aux réalités du pays. Aux réalités du pays. La majorité au pouvoir, que je regrette ici, parce que M. Thierry dit que les constituants de cette constitution sont des belligérants, donc même le président Kabila ou le camp du président Kabila est mis dans le camp des belligérants. Alors je ne sais pas si tu comprends ce que veut dire belligérance. Ici à Sun City, il y a eu un consensus. Il y a eu un consensus, les pays étaient déchirés, les gens se sont retrouvés à Sun City et de commun accord, chacun cédant la portion du pays qu'il dirigeait par la guerre, par la rébellion ou par tout autre moyen, pour des questions d'intérêt de la République, on s'est mis ensemble et on a adopté cette constitution. La constitution qu'on a adoptée à Sun City nous a régis jusqu'à ce qu'on a eu même un parlement. Nous avons eu un parlement en 2006 qui a même révisé certaines dispositions dans la Constitution, alors qu'en ces temps-là, lorsqu'on révisait la Constitution, on a dit, tout le monde était d'accord, on a dit, on ne touche pas à la disposition qui consacre les mandats des chefs d'État. C'est même repris dans la Constitution, c'est même bloqué et verrouillé, puisque cette Constitution est passée au référendum. La population elle-même avait dit, en son temps, lors du référendum, nous pouvons tout revoir, mais pour ce qui concerne les mandats du président de la République, pas question. C'est donc qu'aujourd'hui, quand le président Kabila arrive au terme de son deuxième et dernier mandat, qu'on doit se lever pour dire non, c'est que la population avait déjà refusé. Qu'est-ce que vous lisez entre les lignes? Qu'est-ce qui est caché selon vous? Non, ici, il s'agit peut-être d'une flatterie. D'une flatterie, parce que nous savons que l'objectif d'un parti politique, d'une plateforme politique, c'est de conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible dans le respect des textes légaux. C'est aussi simple. L'AMP, pour le moment, doit se concentrer et doit inscrire son combat dans la lutte de la continuité. De la continuité, c'est-à-dire un dauphin du chef de l'État, qu'on prépare bien les élections. S'il aura la chance de passer, il passe.
c'est la continuité. Ce n'est pas ce qu'il appelle passer les régimes. Non, ça serait le même régime qui va continuer. Quand il parle de passation des régimes, moi je ne comprends pas ce que c'est qui est en face. En un mot rapidement. En un mot, l'AMP doit se concentrer pour préparer les élections présidentielles, choisir le dauphin du président de la République. Le président est trop jeune. Nous voulons ça. Effectivement, en 2016, toutes les voix s'élèvent. Nous avons suivi Martin Kobler, nous avons suivi le président Obama, nous avons suivi l'ambassadeur américain, nous avons suivi aussi des patriotes congolais. Ce ne sont que des souhaits, selon certains Congolais, ce sont des souhaits. On va revenir à vous sur cette question. Alors, allez-y, M. Thierry. Je pense que, rapidement. Vous avez parlé qu'il est de la société civile, responsable d'une ONG. Bon, moi, je pense que quand on est une organisation non gouvernementale, on doit comprendre ce qu'on veut et ce qu'on cherche. On doit comprendre comment orienter la population. Se mêler dans des affaires politiques, on risque de trébucher. Société civile, c'est la population. Ça veut dire ne pas être à l'égard. Quand on est dans la population, on est observateur. Parce que vous avez mandaté des gens. Et les gens qui ont été mandatés se sont composés en deux tendances, appelées majorité et opposition. Aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle troisième voie, c'est-à-dire ils ne sont ni de l'autre côté ou je ne sais pas comment. Or, quand on est centriste, on doit prendre... La troisième voie, c'est la politique, il faut monter en pleine politique. C'est ce que j'ai dit. À un moment donné, il devra prendre... un côté. Revenons aux idées rapidement pour gagner le temps. Écoutez, la Constitution de la République, les exposés des motifs sont clairs. Il faut avoir l'habitude de lire la loi. Nous ne la refusons pas, nous la récusons parce qu'aujourd'hui elle pose problème. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de légitimité des institutions et des animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. Est-ce qu'au Congo, nous n'avons eu de guerre que de 1996 à 2003? Il y a eu des gens, 1996 c'est l'arrivée de Joseph et son père. Et les autres qui sont nés, Jean-Pierre Bemba, MLC, Azarias Soubero, RCD, Nyamwisi Mouvingi, Roger Mbala, tous ces gens-là sont nés dans cette période. Et c'est ce que dit les relevés des motifs. Ce sont eux qui se sont mis d'accord. Mais quand ils se sont mis d'accord, quand Kengo est arrivé, Kengo est de quelle période? Kengo a été chassé en 1996. Vous voulez qu'on revienne... Écoutez, il faut comprendre les choses de la République. Allez-y. J'ai bien précisé que les acteurs aujourd'hui qui s'engagent dans des contestations encore aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui s'étaient mis d'accord en 1996 jusqu'en 2003. Après les accords de Sun City, ils ont discuté sur un modus vivendi, comment est-ce qu'ils allaient diriger le pays. 2003, 2004, 2005, le système 1+4. C'était les mêmes acteurs. Mais en 2006, les mêmes acteurs se sont retrouvés maintenant séparés par les droits qui se sont imposés. Mais pendant cette séparation-là, la première mandature, c'était que Kabila devait prendre en charge les autres. Mais pendant qu'il devait prendre en charge les autres, Jean-Pierre Bemba a récupéré son armée pour imposer que Kabila n'avait jamais gagné. La guerre a repris déjà. En 2006, la guerre a repris. S'il faut revenir dans vos propres idées, M. Thierry, par rapport à ce changement, quels sont les garde-fous qu'il faut mettre pour que finalement des pareilles choses ne puissent plus se reproduire? Nous avons maintenant une cour constitutionnelle. C'est à la cour constitutionnelle de prendre cette loi, de prendre la loi, les deux constitutions, comment on les appelle, de transition, et la constitution de Loulouabou, pour essayer de comprendre depuis 1955, avant l'indépendance, jusqu'à ce jour, que s'était-il passé?
qu'est-ce que nous pouvons avoir comme instrument juridique pour que personne ne vienne en son propre nom imposer un système? Mais ce document, même si Kabila partait aujourd'hui, qu'est-ce que nous avions démontré l'autre fois? Si Kabila partait aujourd'hui, la loi prévoit que c'est le président du Sénat. Mais une fois que le président du Sénat prenait la place de Kabila, comment le président du Sénat va-t-il venir? Parce que les élections, c'est pour 2016. Non, le président Kabila allons dans leur logique, non? Allons dans leur logique. Parce non, mais la logique, c'est que le mandat doit terminer. Qui doit payer. Non, mais qui refuse que ce mandat prenne fin? La logique, c'est que le mandat doit terminer dans une année. Mais qui a refusé que le mandat prenne fin? Mais parce que vous parlez du président du Sénat. Est-ce que, oui, c'est la Constitution qui... Bien sûr qu'il est reconnu comme étant la deuxième personnalité du pays. Mais dans le cheminement normal de la vie politique, après élection, c'est pas le président du Sénat, c'est plutôt celui qui viendra, qui va faire avec la remise reprise. Nous allons dans la logique où le chef de l'État en a marre, il dépose. Et là, c'est vous qui proposez. Oui, je propose qu'il dépose. Maintenant, on voit comment est-ce que la République va fonctionner. Parce qu'ils ont du mal que si Kabila atteint 2016, il va dépasser. Qui donne le dépassement? Qui parle du troisième mandat? Est-ce que la Constitution prévoit un troisième mandat? Et pourquoi vous voulez qu'il dépose? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent appelant au respect de la Constitution. Mais c'est ça. Au lieu qu'il attende maintenant 2016, nous allons le conseiller de déposer maintenant, comme ça qu'on voit qu'est-ce que ces gens-là vont proposer à la nation. Vous demandez au président de la République de déposer. De prendre une fuite en avant. Mais c'est en politique, non? En politique, on peut anticiper les événements. Ils ont le soutien des États-Unis, ils ont le soutien de l'ambassadeur, ils ont tous les soutiens. Non, mais pourquoi parler de soutien? Parce que ces gens-là parlent pour le respect de la Constitution, M. Thierry. Pour protéger le président et qu'il y ait respect de la Constitution, nous lui demandons de déposer. Mais s'il dépose, qui va financer les élections? Parce que c'est lui qui est le garant d'abord de cette... Mais par rapport... Les lois vont continuer, Kabila ne va pas prendre les lois et partir avec. Raisonnons par l'absurde. Ok, on revient dans votre logique. Oui. S'il dépose aujourd'hui, c'est le président du Sénat qui prend les commandes. Or, le président du Sénat, il est hors mandat. Mais maintenant, et décrié même par... Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Kabila fasse? Il a demandé à tout le monde d'attendre 2016. Nous allons nous prononcer. Mais personne ne veut. On revient sur la même question. C'est ce que j'ai dit. Rapidement. C'est ce que j'ai dit. Allez. Nous lui demandons de déposer. Comme ça, il ne va pas gêner la Constitution. C'est de son droit de démissionner. C'est parmi les lois de la République. Comme ça, on voit comment est-ce que la classe politique va présenter quelque chose de consistant à la population. Parce que le ver des terres qui gangrène dans la nourriture, c'est Kabila. D'accord. Alors, si nous l'extripons, on verra comment est-ce que la politique va commencer. Mais vous m'arrachez la parole un peu plus. 30 secondes rapidement. Parce qu'il a parlé de beaucoup de choses à la fois, un peu de coq à l'âne, alors il fallait qu'on ramasse d'abord tout ce qu'il a. Je vous donne une minute rapidement. D'accord. Allez-y. Mais quand il parle de l'ambassadeur américain qui a souhaité, et l'ambassadeur précise, c'est ainsi que dans toute l'Afrique, et dans le monde, ça devra se passer. Mais Nkurunziza vient de publier son gouvernement et de prêter serment. Et ce même ambassadeur parle des problèmes qui se passent en Afrique centrale. Nous n'irons pas au Rwanda. Vous savez, nous ne sommes pas dans un État conventionnel. L'État conventionnel a existé avant 1960, où les grandes puissances pouvaient venir décider en lieu et place des Congolais. Nous sommes dans un État constitutionnel et un État de droit. Nous ne sommes pas une propriété privée des Nations Unies. Nous appartenons. Vous voulez dire que le Congo, la RDC n'est pas sous tutelle en quelques mots, c'est ça? C'est un terme simple que vous utilisez, mais nous rappelons à l'ambassadeur que le comportement là d'avant 1960 est déjà dépassé. Quand vous rentrez dans l'historique de quel est ce comportement? Parce qu'il a demandé au chef de l'État de ne pas... Il ne lui a pas demandé, il a souhaité, comme tout le monde. C'est un simple souhait. C'est un simple souhait. Mais c'est que nous disons, même à Obama, il est le 40e président des États-Unis et Kabila est 40e président de la République. Merci, M. Thierry. On revient à vous. Permettez-nous d'évoluer avec le débat. Alors, M. Abel Amundala, finalement, toutes ces voix qui s'élèvent au niveau de la communauté internationale, la Maison-Blanche,
Vous ne voyez pas que ce sont simplement de simples souhaits qu'ils formulent pour qu'il y ait évidemment ce respect du calendrier électoral ou du respect de la Constitution? Merci pour la question. Mais avant de répondre, j'ai réagi un tout petit peu à ce que M. Terry a dit tantôt. Et donc, nous sommes une république. Et dans la république, de par les dispositions légales, tous les citoyens sont égaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de citoyens privilégiés par rapport aux autres. Mais quand tu veux ici faire la promotion de ceux-là qui ont fait la guerre et qui se sont mis d'accord pour une constitution, et il dit ici, puisqu'ils sont écartés, ils reviennent, on doit encore réadapter, réaménager les textes par rapport au terme d'un dialogue, bien non, entendu. jamais. La République évolue. Cette constitution ici n'est pas une innovation pour son information. La constitution reprend des grandes lignes de la constitution de Louabou, les constitutions de transition de Mobutu sont reprises ici. Les grandes lignes sont reprises ici. Et donc dire que puisque Jean-Pierre Mbemba, Okengo est revenu, tout celui-ci est... Non, ça c'est un faux débat. La constitution ici, c'est notre Bible. Et donc, aucune constitution dans le monde ne peut pas être bonne et faire l'unanimité. Au moins, lorsque la constitution devient un contrat social, nous nous sommes tous mis d'accord, tous les Congolais se sont mis d'accord lors du référendum pour dire c'est ce contrat social qui va nous régir. Bientôt. Et donc, il faut les respecter. C'est aussi simple. Toutes les questions qu'il soulève ici l'ont été dans les cycles de 2006 à 2011. Ça n'a pas posé problème. Et pourquoi seulement aujourd'hui, à la veille de 2016, que ça doit poser problème? Non, respectons-la d'abord. Respectons au moins le président de la République qui est dans son mandat. Mais c'est le chef de l'État. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui détient la parole, s'il vous plaît. Allez-y, je vous la parole. Non, vous avez la parole. Est-ce que je peux Je n'en dispose pas. Mais il ne peut pas permettre à ce que la population consomme des hérésies. Vous allez jamais un troisième mandat. S'il vous plaît. Et vous pensez que la constitution doit être réelle et pas par les autres? Permettez à M. Mundala de terminer. Allez-y, monsieur. Il a dit que nous sommes, je suis de la société civile, je suis dans la population. Allez-y. Et donc c'est comme si je dois être là, en train de regarder. Non. Je regarde. J'ai donné des mandats à des dirigeants dans ces pays. Je regarde, j'observe. Je sais ce qui ne va pas, je dénonce, et ce qui va, j'encourage. Je sais que moi j'ai élu le président de la République pour 5 ans, et après 5 ans, je dois prendre d'autres. Et qu'est-ce que vous proposez finalement par rapport à cette question du changement ou de la révision? À ces souhaits, puisque c'était ça la question. Allez-y. À ces souhaits qui revient au niveau de la communauté internationale, des ambassadeurs. Oui, mais c'est vous qui qualifiez ça d'un simple souhait. C'est M. Tseri qui qualifie ça d'un simple souhait. Moi, je ne vois pas en cela un simple souhait. Nous sommes en diplomatie. Et dans la diplomatie, il y a une façon de dire. Il y a une manière de dire. Parce que le professeur Trifon a dit, parce que déjà ça nous crée des problèmes avec le Burkina Faso. Un ministre d'un gouvernement qui dit, le Burkina Faso c'est quoi? Non. Dans la diplomatie, il y a une façon de transmettre un message. Il y a une façon de dire. Souvenez-vous, la communauté internationale a dit, nous sommes prêts quand les gouvernements et la CNI ont avancé la raison des moyens. La communauté internationale a dit, nous sommes prêts pour financer les élections qui nous paraissent importantes. Et pour la communauté internationale, mais cette communauté ne doit pas aussi donner les injonctions à la RDC. Ce n'est pas des injonctions. Le pays est la communauté internationale, ouais. Tout comme les quelques acteurs politiques du pays et des observateurs, tout comme une frange de la population. Il y a ceux-là qui souhaitent qu'il y ait alternance en 2016. Et donc, lorsque nous souhaitons cela, et qu'il y a des contraintes qui se posent, nous sommes une jeune démocratie en train d'apprendre, en train d'écouter, en train de suivre. Il n'y a pas de honte que la communauté
international finance les élections, ce n'est pas la première fois, Elle ça doit ne sera pas financer, du nouveau, mais la ça ne RDC sera pas seulement dans ne passe ce pays. pas sous tutelle, je vous le rappelle. La RDC n'est pas sous tutelle, Allez-y. c'est un pays souverain. Même si M. Thierry en face n'évoque la question de la souveraineté que lorsque on dit qu'il faut respecter les textes. Et donc lorsque il y a des problèmes, il y a des problèmes dans les textes, il dit non, il faut que la Cour constitutionnelle, comme si la Constitution pour lui n'en a pas sa place. Et donc je suis en train de citer, j'ai dit ceci, ça ne sera pas du nouveau. La communauté internationale, nous avons des institutions financières, nous avons l'Union européenne. Ce sont des organisations qui viennent en appui lorsqu'il s'agit de la démocratie. Parce que la démocratie, les questions du respect des droits de l'homme, ce sont des questions universelles qui ne concernent pas seulement un État dans sa souveraineté. Il y a des questions universelles dont les pays se sont mis d'accord et ont mis des instruments de suivi, des mécanismes de suivi. Et donc, pour ce qui concerne la démocratie, pour ce qui concerne les droits de l'homme, ce sont des questions universelles. Et donc, si la communauté internationale estime qu'elle peut venir en aide à la République démocratique du Congo, comme elle le fait dans d'autres pays, ça ne posera pas de problème. Déjà qu'elle nous a aidés, la communauté internationale nous a aidés en 2006, nous a aidés en 2011. Mais pourquoi pas vouloir refuser cette aide en 2016? Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, M. Thierry, je vous donne la parole tout de suite. Ouais. On va faire la dernière ronde et je vous accorde pour cela 2 minutes 30. Et dans les 2 minutes 30, vous allez également faire votre résumé. Allez-y, 2 minutes 30. Écoutez, nous sommes dans le titre 5 des institutions d'appui à la démocratie. 1. De la commission électorale indépendante. 2. Du conseil de l'audiovisuel et de la communication. Je ne vois pas la communauté internationale ou la MONUSCO si nous devons respecter la Constitution. Vous savez, une ONG a en charge l'éducation des masses. Mais si dans une ONG, on ne maîtrise même pas les textes, ça devient compliqué. Il faut lire suffisamment. James n'a aucun droit, aucun pouvoir. Il n'a joué que sur ce que nous appelons en communication le coup de gueule. Qui a dit que entre lui et le chef de l'État, c'est de ça qu'ils ont parlé? Et puis il a parlé sur quelle chaîne? La voix de l'Amérique en Afrique. Qui leur a donné cette voix-là en Afrique? Quel est l'Africain qui a donné aux Américains sa voix en Afrique? Quand nous allons à l'article 222, les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation effective des nouvelles institutions correspondantes prévues par la Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la transition. Les institutions d'appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit dès l'installation du nouveau Parlement. Le premier Parlement de 2006, nous n'avons plus une seule institution d'appui, comme les SIAT à l'époque et tout. Et le même président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, a demandé aux Nations Unies de faire de la mission de stabilisation en une mission de développement. Mais si la MONUSCO s'était déjà muée en mission de développement, on nous amène les tracteurs et les engins industriels, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Ne mettez pas ça écoutez, à l'actif de la MONUSCO. La République a une responsabilité importante pour mais qu'est-ce qu'elle fait? Développer le pays. La MONUSCO, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans le processus électoral? C'est nous qui l'avons invitée. C'est nous qui invitions. Rentrons à Addis Abeba. Elle devait une charge pour l'État, c'est ça? Rentrons. Ou un élément gênant. Elle a toujours été une charge. Ou un élément gênant. Ça a toujours été une charge, pas d'abord gênant. D'abord une charge. Plus d'1 million de dollars par mois que l'État doit payer à cette mission-là. Qu'on ouvre maintenant le ventre du boa. Allez-y, résumé. Nous disons ceci. Kourounziza était dans une réunion. Il a été bloqué dans la réunion. Et Kourounziza est rentré dans son pays. Et Kourounziza a organisé des élections. Et Ban Ki-moon a dit que ces élections se sont passées paisiblement. Vous connaissez Ban Ki-moon? C'est au Burundi.
Vous connaissez Ban Ki-moon? Je vais vous résumer, M. Thierry, on va chuter, s'il vous plaît. Non, qu'on évolue. Mais au Congo, il n'y a rien qui fâche. Il n'y a rien. Il n'y a que des intentions, des prétentions et des prémonitions qu'on est en train de mettre pour énerver la population sur un dossier qui n'est pas là. Écoutez, le projet de la bancarisation ne va pas réussir. Les gens là, les soi-disant candidats qu'on est en train d'essayer de soulever et qu'on veut faire croire qu'ils ne doivent pas respecter leur contrat signé dans leur état-major et dans leur parti politique pour créer Moïse Tshombe. C'est l'homme le plus riche et le plus friqué. Je dirais que vous pouvez clôturer parce qu'on a la fin de Je clôture par là. Moïse Tshombe, c'est l'homme le plus friqué de la République démocratique du Congo. Parce que lui, il a eu une république, il avait un gouvernement, il avait une banque centrale. Et il a dirigé. Mais quel a été son sort réservé par la même communauté internationale? Donc nous n'allons pas permettre qu'on mette des Congolais en erreur. Merci. Les Congolais dont nous avons besoin pour parachever la démocratie. Les États-Unis ne sont démocrates qu'il n'y a pas 35 ans. Mais Obama est le 40e président des États-Unis. Et eux, ils veulent nous mettre 100 ans dans l'avenir. Non, nous y allons progressivement. Et nous disons ceci. C'est un régime qui a été arraché par les armes. Et maintenant, le régime est en train de céder progressivement pour que nous allions dans un régime du droit constitutionnel. Merci. C'est normal. Mais si on veut forcer la main, nous prendrons nos responsabilités. Merci, M. Thierry. Alors, nous prendrons nos responsabilités. Merci, M. Thierry. Alors, M. Abela Mundala, en 2 minutes, un résumé par rapport à tout ce qui a été dit dans ce magazine. Oui, je constate avec regret qu'on puisse faire l'apologie d'un président qui a mis dans une instabilité indescriptible son pays. Je parle du Burundi. Espérons qu'il Aujourd'hui, le Burundi est ingérable parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir juste pour le pouvoir. Je suis en train d'informer à M. Thierry ici que la présence de la MONUSCO dans ces pays n'est pas dans les charges de la République. Et donc, la République donne seulement ses cotisations ordinaires au sein des Nations Unies, et donc la charge revient aux Nations Unies, laquelle aussi dit que la mission coûte et qu'on devra stabiliser les pays et que la MONUSCO doit coûte en renforçant les effectifs. On dit ici, 20 000 hommes. Non, on a réduit par contre, on a réduit. Donc il est en train de par contre, on a réduit. Et donc, faire l'apologie de la Constitution seulement lorsqu'une voix de l'extérieur s'élève et lorsque nous sommes à l'intérieur, on dit que cette Constitution ne vaut pas. Ça, c'est aussi regrettable. Et donc, la MONUSCO ici ne s'est pas ingérée dans les affaires internes ou intérieures, dans la cuisine intérieure du pays. Jamais. Mais je lui dis ceci, puisqu'il est en train de lire la Constitution comme si on veut flatter. Non, lire la Constitution c'est bien, mais il faut la comprendre à fond. Et donc, les questions de droits de l'homme, les questions liées à la démocratie, ce sont des questions universelles. Si vous allez à la Charte des Nations Unies, les questions du droit de l'homme et de la démocratie reviennent et sont soulignées en gras là-bas. C'est-à-dire, on veille sur la démocratie, on veille sur les droits de l'homme. Ce n'est pas pour rien que vous aurez... En permettant un policier blanc de tuer un nègre, s'il vous plaît, aux États-Unis. Et ça, tu appelles de la démocratie? Nous sommes en Syrie. Si vous voyez la communauté internationale s'acharner sur Bachar el-Assad, c'est parce qu'il y a des violations massives des droits de l'homme. Ici, nous arrêtons. Les processus électoraux. Pourquoi me déranger quand je parle? Lorsque vous avez la parole, parce que vous avez la parole, je vous laisse vous exprimer librement. Laissez-moi aussi. Allez-y, j'ai dit ceci. Nous sommes dans le concert des nations. Puisque les processus des élections,
puisque les élections rentrent dans le cadre de la démocratie, ça ne sera pas une innovation, ça ne sera pas la première fois. Nous disons que cette assistance de la communauté internationale en termes de logistique, en termes de moyens, en termes de finances, sera la bienvenue. Déjà, pour la SNCC ici, la BAD a financé, on a applaudi. Pour l'aéroport, la BAD a financé, on a applaudi. Mais pour les élections, on veut dire non, on est sur la suite. Non, mais on a financé. La globalité de l'enveloppe pour ce qui concerne la construction de l'aéroport. Puis locomotive. S'il vous plaît, M. Thierry, nous sommes arrivés à la fin. Par le gouvernement et 20 par la Banque mondiale. S'il vous plaît. Je te donne l'information. S'il vous plaît. 18 locomotives. La globalité de l'enveloppe a été débloquée par le gouvernement. Si vous parlez des aéroports, la globalité de l'enveloppe a été sortie par la Banque africaine de développement. Et c'est gratuit cet argent. C'est gratuit cet argent. Merci. C'est gratuit cet argent. C'est dans la continuité de l'État. C'est dans la continuité de l'État. Alors pourquoi vous me mentez s'il vous plaît, on a donné du pain au Congo? Parce qu'on finance qu'on ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est compris. La Banque africaine a financé, qu'on laisse calme. On dit, monsieur de l'ONG, si vous allez sur des pancartes, on a donné un crédit à la République démocratique. Permettez-nous de bien. Mais il faudrait que le peuple comprenne. On n'a pas fait un don à la SNCC. Vous avez bien chuté. Permettez-lui de donner juste la c'est dans la continuité. S'il vous plaît, monsieur Thierry. Permettez-lui de chuter. Mais oui, ça c'est une insulte d'abord contre notre gouvernement et une insulte contre la SNCC. Je n'insulte pas, j'encourage par contre. C'est peut-être l'initiative. L'État congolais a donné 18 lorsque la Banque africaine vient en appui au gouvernement de la République. C'est remboursable. C'est-à-dire que les gouvernements méritent. Et la Banque africaine, comme d'autres institutions financières, examinent et donnent des préalables pour financer des projets. Et donc, il faut se réaliser que le gouvernement est sérieux. Il faut se réaliser que ça va se réaliser. C'est comme ça qu'on va venir. Si ça va se rembourser ou pas, c'est dans la continuité de l'État. Aujourd'hui, l'avion de la République a été bloqué parce que on a débloqué ça comment? La République n'a pas honoré ses contrats déjà du temps de Mobutu. On a la fin de dans la continuité. S'il vous plaît. Pourquoi l'avion arrive? Voilà, mesdames et messieurs. Pourquoi l'avion arrive? Merci Thierry, pardon. Parce que le gouvernement effectivement veut finir. Alors, il faudrait pas. On est à la fin de ce magazine. Oui, mais il ne faudrait pas qu'il encense la communauté internationale. Comme qui dirait le gouvernement ne fait rien. Je n'ai pas dit ça. L'avion revient. Pour ce qui est du gouvernement. Tu dis aux Congolais qu'on a bloqué l'avion. Mais pour ce qui est que l'avion est déjà débloqué. Mais l'avion est déjà débloqué. C'est ce qui est nécessaire. Monsieur Thierry, vous n'avez plus la parole. Monsieur Moudala, vous n'avez plus la parole. Madame, Monsieur, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Monsieur Thierry d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je remercie ceux-là qui nous ont suivis. Merci à Monsieur Moudala d'avoir accepté notre invitation. Merci et nous défendons la République. Le magazine passe dimanche à 20h30. La rediffusion chaque lundi. Merci de nous avoir suivis. L'on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.